Chapitre 3: Les hommes qui provoquèrent la Révolution française en 1789. Dans le chapitre précédent, nous avons présenté des faits indiscutables prouvant comment un petit groupe de banquiers cosmopolites, agissant par le biais de ses agents anglais, s'arrogeait de façon anonyme le contrôle économique de la nation anglaise pour la modique somme de 1 250 000 livres. Nous allons maintenant recenser des faits indiscutables permettant d'identifier quelques-uns de ces créanciers anonymes et prouver qu'ils, ou leurs successeurs, ont comploté, préparé et aidé financièrement la Révolution française de 1789, comme ils avaient comploté, préparé et financé la Révolution anglaise de 1640-1649. Puis dans les chapitres suivants, nous recenserons d'autres faits indiscutables prouvant que les descendants de ces mêmes financiers juifs internationaux ont été le pouvoir occulte derrière chaque guerre et chaque révolution de 1789 à aujourd'hui. La Jewish Encyclopedia déclare Edom is in modern Jewry. C'est un aveu capital car le mot Edom signifie rouge. Un orfèvre juif, Amschel Moses Bauer, fatigué de ses vagabondages en Europe de l'Est, décida de s'établir en 1750 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Il ouvrit une boutique ou plutôt une sorte de cabinet comptable dans le quartier de la Judenstrasse, rue des Juifs. Au-dessus de la porte de sa boutique, il plaça comme enseigne un bouclier rouge, Roter Schild en allemand. Rappelons que les Juifs d'Europe centrale qui faisaient partie du mouvement révolutionnaire, très impliqués dans le terrorisme, avaient également adopté le drapeau rouge comme emblème parce qu'il représentait le sang. Amschel Moses Bauer eut un fils en 1743 qu'il nomma Amschel Mayer Bauer. Le père mourut en 1754 alors que son fils n'avait que 11 ans. Le garçon avait de grandes capacités et une intelligence extraordinaire. Son père lui avait enseigné les rudiments de tout ce qu'il savait en matière d'affaires commerciales et bancaires. Il avait l'intention de faire de son fils quelqu'un d'aussi entraîné qu'un rabbin, mais sa mort prématurée l'en empêcha. Quelques années après la mort de son père, Amschel Mayer Bauer fut engagé par la banque Oppenheimer en tant que commis. Il montra vite ses capacités innées pour les affaires bancaires et on le récompensa en l'associant à la banque. Par la suite, il retourna à Francfort, où il s'assura le contrôle et la propriété des affaires que son père avait créées en 1750. On remit fièrement le bouclier rouge au-dessus de la porte. Connaissant la signification secrète du bouclier rouge, Amschel Mayer Bauer décida d'en faire son nouveau nom patronymique. Bouclier rouge se traduit en allemand par Rothschild, et ainsi apparut la maison Rothschild. Amschel Mayer Bauer vécut jusqu'en 1812 et eut 5 fils. Tous reçurent un entraînement spécial pour devenir des dirigeants de la haute finance. Nathan, un de ses fils, révéla lui aussi des capacités exceptionnelles, et à l'âge de 21 ans, partit en Angleterre dans le but déterminé de prendre le contrôle de la Banque d'Angleterre. Son objectif plus lointain était, en coordination avec son père et ses autres frères, de mettre en place de façon forte et durable un monopole bancaire international en Europe. Il aurait été alors possible d'utiliser la richesse totale du pool bancaire pour étendre les ambitions dominatrices secrètes que le père avait communiquées à tous ses fils. Pour prouver ses capacités financières, Nathan Rothschild tripla en 3 ans le capital de 20 000 livres qu'on lui avait confié. En étudiant le mouvement révolutionnaire mondial, on s'aperçoit que le drapeau rouge fut un symbole constant depuis la Révolution française pour toutes celles qui suivirent et partout dans le monde. Beaucoup plus significatif également que pour le fait suivant, lorsque Lénine, financé par les banquiers internationaux, renversa le gouvernement russe et établit la première dictature totalitaire en 1917, le drapeau était un drapeau rouge avec un marteau, une faucille et une étoile de Judée qui avait été imposée. En 1773, Mayer Rothschild, âgé de 30 ans seulement, invita une vingtaine d'autres hommes riches et influents à le rencontrer à Francfort. Son but était de les convaincre que s'ils acceptaient de grouper leurs ressources, ils pourraient alors financer et contrôler le mouvement révolutionnaire mondial, l'utiliser comme leur guide d'action et gagner le contrôle absolu des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Rothschild leur révéla comment la révolution anglaise avait été organisée, mais il releva également les fautes et les erreurs qu'on avait commises. La période révolutionnaire avait été trop longue et l'élimination des réactionnaires n'avait pas été accomplie avec suffisamment de rapidité et de rigueur. Le règne de la terreur, prévu par lequel on devait réaliser rapidement l'asservissement des masses, n'avait pas été dirigé comme il fallait. Malgré toutes ces fautes, le but premier de la révolution avait été réalisé. Les banquiers qui avaient provoqué cette révolution contrôlaient l'économie nationale et avaient accru la dette nationale en intriguant pendant des années à l'échelle internationale, surtout pour prêter de l'argent destiné à financer guerres et rébellions. En basant ses arguments sur la logique et sur un raisonnement rigoureux, Mayer Rothschild fit remarquer que les résultats financiers obtenus à la suite de la Révolution anglaise n'étaient rien à côté des gains qu'on pouvait espérer après une révolution en France.
L'accord conclu permettrait une unité dans le but et la réalisation de tout ce qu'il avait si soigneusement pensé, ainsi que de tout ce qu'il avait révisé du plan de révolution. Le projet serait appuyé par toute la puissance que pouvaient représenter les ressources mises en commun. Le contrat fut signé et Mayer Rothschild dévoila son plan révolutionnaire. Par des manipulations astucieuses de leurs richesses, il serait possible de créer des situations économiques tellement désastreuses que les populations, par le chômage, en seraient réduites à un état proche de la famine. Il serait facile ensuite de rendre responsable de ces désastres le roi, sa cour, les nobles, l'Église, les industriels et les employeurs, en utilisant une propagande bien réfléchie. Il faudrait rémunérer des propagandistes qui exacerberaient les sentiments de haine et de vengeance contre les classes dirigeantes, en présentant tous les cas vrais ou prétendus d'extravagance, de conduite licencieuse, d'injustice, d'oppression, de persécution. Ils inventeraient aussi des scandales pour salir la réputation de ceux qui, laissés à part, pourraient gêner leur plan d'ensemble. Petite parenthèse, qu'est-ce qu'il se passe actuellement avec les gilets jaunes? La plupart des gens s'en prennent au symbole du capitalisme, enfin, c'est-à-dire certains patrons, etc. Mais qui se tient tranquille en coulisses? Ceux qui tiennent la finance internationale. Est-ce qu'ils sont dérangés par quelqu'un, quiconque, quelque part? Non, par personne. À la suite de l'introduction générale et afin de susciter un accueil enthousiaste pour le complot qu'il voulait mettre en œuvre, Rothschild saisit un manuscrit et commença à lire un plan d'action soigneusement préparé. C'est ce plan qui va suivre et dont on m'a assuré qu'il était une version condensée du complot par lequel les conspirateurs espéraient s'arroger le contrôle absolu et sans partage des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. 1. Le conférencier commença à révéler le complot en déclarant que, puisque la majorité des hommes avaient une inclination pour le mal plutôt que pour le bien, on pourrait obtenir les meilleurs résultats, dans le domaine du gouvernement, par l'usage de la violence et du terrorisme, et non par des discussions académiques. Le conférencier partit ensuite du raisonnement qu'au commencement, la société humaine avait été soumise à la force brutale et aveugle qui était devenue par la suite la loi. Il prétendit que la loi n'était que la force sous une forme travestie et conclut que, par les lois de la nature, le droit réside dans la force. 2. Il soutint que la liberté politique était une idée et non un fait, et déclara qu'afin d'usurper le pouvoir politique, tout ce qu'il était nécessaire d'accomplir, c'était de prêcher le libéralisme, de façon à ce que l'électorat à la recherche d'une idée accorde quelques-uns de ses pouvoirs et prérogatives que les conjurés annuleraient ensuite à leur profit. 3. Le conférencier assura que la puissance de l'or avait dépassé et usurpé celle des dirigeants libéraux, 1773. Il rappela à ses auditeurs qu'il y avait eu une époque où la foi régnait, mais il déclara qu'une fois la liberté substituée à la foi, le peuple ne saurait comment l'utiliser avec modération. Il prétendit qu'à cause de cela, il était logique d'imposer la réalisation de l'idée de liberté qui produirait la lutte des classes. Il leur fit remarquer qu'il n'était pas important pour le succès de son plan que les gouvernements établis fussent détruits par des ennemis intérieurs ou extérieurs, car le vainqueur devrait par nécessité s'assurer l'appui du capital, qui est entièrement entre nos mains. 4. Il prétendit que l'utilisation d'un seul ou de tous ces moyens pour atteindre le but final était justifiée. L'homme politique qui gouverne selon le code moral ne fait pas preuve d'habileté et se montre vulnérable, car il est dans une position instable sur son trône. Ceux qui souhaitent prendre le pouvoir doivent avoir recours à la ruse et à la mystification, parce que les grandes qualités nationales comme la sincérité et l'honnêteté sont des vices en politique. 5. Il assura « Notre droit réside dans notre force. Le mot droit est un concept abstrait qui ne prouve rien du tout. J'ai mis au point un nouveau droit, celui d'attaquer par le droit du plus fort et de faire éclater toutes les forces d'ordre et de réglementation, celui de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le seigneur souverain de tous ceux qui nous ont abandonné volontairement leurs droits et leur pouvoir par pur libéralisme. » 6. Il avertit ensuite ses auditeurs en ces termes : « La puissance de nos moyens doit rester invisible jusqu'au moment où elle aura acquis suffisamment de force pour qu'aucune ruse ou force ne puisse la détruire. » Il leur déclara alors que toute déviation de la ligne du plan stratégique qu'ils portaient à leur connaissance risquerait de faire échouer les travaux de tant de siècles. 7. Il recommanda ensuite l'utilisation de la psychologie des foules pour obtenir le contrôle des masses. Il partit du raisonnement que la force de la foule est aveugle, dénuée de sens, irraisonnée, et toujours à la merci d'une suggestion venant de n'importe quel parti. Seul un dirigeant despotique pourrait diriger efficacement une foule, parce que sans despotisme absolu, la civilisation ne peut exister. Elle est produite non par les masses, mais par leur guide, quelle que soit cette personne. Il prévint qu'au moment où la masse se saisirait de la véritable liberté, ça tournerait rapidement à l'anarchie. Entre parenthèses, c'est un petit peu le cas aujourd'hui en 2020.
8. Il recommanda l'emploi de l'alcool, de la drogue, de la corruption morale et de toutes sortes de vices que leurs agents devaient répandre pour corrompre la morale chez la jeunesse de toutes les nations. Il conseilla d'entraîner des agents spéciaux à certaines fonctions ou métiers, tuteurs, laquais, gouvernantes, employés. Les femmes de l'organisation séviraient dans les endroits de dispersion fréquentés par les goïms. Au nombre de ces derniers, je compte les soi-disant dames de société qui deviennent volontairement des éléments de corruption et de luxure. Nous ne devons pas nous arrêter à la corruption, aux tromperies, à la trahison, lorsqu'elle servirait à l'accomplissement de notre but. Fin de la citation. 9. Abordant la politique, il affirma qu'ils avaient le droit de conquérir la propriété par tous les moyens et sans hésitation, car ils s'arrogeaient ainsi la soumission et la souveraineté. Je cite, « Parce qu'il s'établit par le biais d'une conquête pacifique, notre État a le droit de substituer aux horreurs de la guerre des sentences de mort moins perceptibles et plus satisfaisantes qui sont nécessaires au maintien d'une terreur nécessaire pour obtenir des sujets une soumission aveugle. » 10. Traitant de l'usage des slogans, il dit « En des temps maintenant révolus, nous fîmes les premiers à inculquer aux masses les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, mots répétés jusqu'à ce jour par de stupides perroquets, mots que les prétendus conseillers des goïms ne peuvent se représenter dans leur abstraction et dont ils ne peuvent saisir la contradiction dans leur signification et dans leur interrelation. Il rappela les mots qu'il faut amener aux oreilles des légions qui portent nos bannières avec enthousiasme. Il partit du raisonnement qu'il n'y a aucune place dans la nature pour l'égalité, la liberté ou la fraternité. Et il déclara « Nous avons établi l'aristocratie de l'argent sur les ruines de l'aristocratie naturelle et généalogique des goïms. L'essence de cette aristocratie, c'est la richesse qui dépend de nous. » Je vais relire cette phrase. « Nous avons établi l'aristocratie de l'argent sur les ruines de l'aristocratie naturelle et généalogique des goïms. L'essence de cette aristocratie, c'est la richesse qui dépend de nous. » 11. Il exposa ensuite point par point ses théories sur la guerre. Dès 1773, il établit un principe que les gouvernements de Grande-Bretagne et des États-Unis firent connaître publiquement comme leur politique en 1939. Il faudrait faire la politique de ceux qui veulent les guerres pour diriger les conférences de paix de façon à ce qu'aucun des belligérants n'obtienne de gains territoriaux. Il dit aussi que les guerres seraient menées de telle façon que les nations impliquées des deux côtés verraient leur dette nationale augmenter de plus en plus sous l'influence de leurs agents. Puis l'administration. Il dit à ceux qui étaient présents qu'ils devaient se servir de leur richesse, je cite, pour choisir des candidats aux fonctions publiques qui seraient serviles et obéissants, de façon à ce qu'ils puissent être rapidement utilisés par des hommes avertis et ingénieux, à nos ordres, comme des pions dans un jeu. Ces hommes seraient désignés par nos soins afin d'agir dans les coulisses des gouvernements en tant que conseillers officiels. Il ajouta « Les hommes que nous désignerons comme conseillers auront été élevés, éduqués et entraînés depuis l'enfance selon nos idées pour diriger les affaires du monde entier. » 13. Il s'occupa de la propagande et expliqua comment l'union de leurs richesses permettrait de contrôler l'information publique pendant qu'ils resteraient dans l'ombre et à l'abri de toute accusation. Sans considérer les conséquences de la publication d'écrits diffamatoires, calomniateurs ou bien mensongers, le conférencier déclara « Grâce à la presse, nous avons accaparé l'or, un or extrait d'océans de sang et de larmes. Mais il nous a rémunérés même si nous avons sacrifié beaucoup des nôtres. Chaque victime de notre camp vaut bien 1 millier de goïms. » Fin de la citation. 14. Il expliqua ensuite la nécessité, pour leurs agents, d'apparaître bien en évidence sur la scène lorsque la situation serait favorable et que les masses auraient été asservies aux besoins par la terreur. Il fit remarquer que lorsqu'il serait temps de rétablir l'ordre, il le ferait de telle façon que les victimes croiraient avoir été en but à des criminels et à des irresponsables. Je cite, « En exécutant les criminels et les fous après qu'ils aient mis en place notre règne voulu de la terreur, nous nous poserons en sauveurs des opprimés et en champions des travailleurs. » Le conférencier ajouta alors « Ce que nous voulons en fait, c'est le contraire, l'élimination des goïms. » 15. Il expliqua ensuite comment il pourrait fabriquer les dépressions industrielles et les paniques financières et comment il pourrait les utiliser pour qu'elles servent leur objectif. Le chômage et la faim seront imposés par la contrainte aux masses grâce au pouvoir que nous avons de créer des pénuries de nourriture. Nous accorderons au capital le droit de diriger beaucoup plus sûrement qu'il ne le fut accordé à la véritable aristocratie et par l'autorité légale des rois. Il déclara que, grâce au contrôle de la foule par leurs agents, il leur serait possible de l'utiliser pour balayer tous ceux qui oseraient se mettre en travers de leur chemin. 16. On discuta ensuite amplement de l'infiltration de la franc-maçonnerie continentale. Le conférencier déclara que leur objectif serait de profiter des facilités et du secret qu'offrait la franc-maçonnerie. Il fit remarquer qu'ils pourraient organiser leur propre loge du Grand Orient dans la franc-maçonnerie bleue,
afin de répandre leurs activités révolutionnaires et camoufler la nature véritable de leur entreprise sous le manteau de la philanthropie. Il déclara que tous les membres initiés dans leur loge du Grand Orient seraient utilisés à des fins de prosélytisme pour répandre leur idéologie matérialiste et athée parmi les goïms. Il termina cette étape de la discussion par ces mots: « Quand l'heure sonnera pour notre Seigneur souverain du monde entier d'être couronné, ces mêmes mains écarteront tout ce qui pourrait se tenir sur notre chemin. » 17. Il donna des explications sur la valeur des mensonges systématiques, faisant remarquer que leurs agents, entre guillemets, devaient être exercés à l'emploi des phrases bien balancées et des slogans populaires. Il devrait rendre les masses très friandes de promesses. Il observa: on peut toujours faire par la suite l'opposé de ce que l'on a promis, cela n'entraîne aucune conséquence. Son raisonnement était le suivant: en employant des mots tels que liberté, droit de cité, on pouvait amener les goïms à un tel degré de ferveur patriotique qu'il serait même possible de leur faire combattre les lois de Dieu et de la nature. Il ajouta: et pour cette raison, après que nous aurons obtenu le pouvoir absolu, nous rayerons à jamais du livre de vie le nom même de Dieu. 18. Il passa en détail les plans de la guerre révolutionnaire, l'art du combat de rue. Il définit et insista sur les grandes lignes du règne de la terreur qui doit accompagner tout effort révolutionnaire, parce que c'est la façon la plus économique d'amener la population à une rapide suggestion. 19. Il discuta de diplomatie. Après toutes les guerres, on se devait d'insister sur la diplomatie secrète, je cite, de façon à ce que nos agents, se dissimulant sous les masques de conseillers politiques, financiers et économiques, puissent répandre nos ordres sans danger d'exposer l'identité des puissances secrètes derrière les affaires nationales et internationales. Le conférencier dit ensuite aux personnes présentes qu'au moyen de la diplomatie secrète, ils exerceraient un tel contrôle que les nations ne pourront même pas aboutir à un simple accord sans que nos agents secrets y aient mis la main. 20. Le but ultime. Alors, pardon, petite parenthèse, je reviens au paragraphe précédent. Ils exerceraient un tel contrôle que les nations ne pourraient même pas aboutir à un simple accord sans que nos agents secrets y aient mis la main. On peut tout à fait citer Jacques Attali, qui avait admis lors d'une conférence qu'il avait contribué à écrire le traité de Maastricht et qu'il s'était bien arrangé pour que aucune nation ne puisse sortir de l'Union européenne, entre autres choses. Donc voilà comment les nations ne pourront pas aboutir à un simple accord sans que nos agents secrets y aient mis la main. L'Europe aujourd'hui, c'est évidemment une prison de laquelle on ne peut même pas sortir. Fin de la parenthèse. 20. Le but ultime, le gouvernement mondial. Afin d'atteindre ce but, il sera nécessaire d'établir des monopoles gigantesques, des accumulations de richesses colossales, si bien que même les plus grandes fortunes des goïms dépendront quasiment de nous et iront à l'abîme avec le crédit de leur gouvernement, le jour qui suivra la grande banqueroute politique. Le conférencier ajouta alors: vous, gentlemen ici présents, qui êtes des économistes, pouvez à peine faire une estimation de l'importance de ce plan. 21. La guerre économique. On discuta des plans qu'il fallait mettre en place pour dérober aux goïms leurs propriétés terriennes et leurs industries. On recommanda la combinaison d'impôts élevés et d'une concurrence déloyale afin d'amener la ruine économique des goïms, celle de leurs intérêts financiers nationaux et de leurs investissements. Petite parenthèse à propos de la concurrence déloyale, comme par hasard, ça fait des années que comment il s'appelle, Evelyn Rothschild pilote toutes ses activités en Chine. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le domaine international, il leur faudrait fixer eux-mêmes dès que possible les cours des marchés, ce qui serait réalisable rapidement grâce à un contrôle minutieux des matières premières, à l'agitation entretenue parmi les travailleurs en vue de la diminution des heures de travail et d'une paye plus élevée, et aussi grâce à l'affaiblissement des concurrents. Donc, petite parenthèse, ce qu'il était en train de dire en 1958, c'est que le fait de diminuer les heures de travail et d'avoir une paie plus élevée contribuerait à casser en fait notre compétitivité. Ça a été bien l'objectif des 35 heures à la fin des années 90. C'est clairement ce que ça a fait. Ça nous a rendus encore plus pauvres. C'est dingue. Il disait ça 40 ans avant, quoi. Le conférencier avertit ses conspirateurs associés qu'ils devraient s'occuper de ces matières et contrôler la situation pour que, je cite, les augmentations de salaire obtenues par les travailleurs ne leur soient en rien profitables. 22. Les armements. On suggéra de lancer la fabrication d'armements pour que les goïms s'entre-détruisent à une échelle colossale et que finalement, il n'y ait plus dans le monde que les masses prolétaires et quelques millionnaires tous dévoués à notre cause, ainsi qu'une police et des soldats en nombre suffisant pour assurer la protection de nos intérêts.
23. Le nouvel ordre du monde. Les membres du gouvernement mondial seraient nominés par le dictateur qui choisirait ces hommes parmi les scientifiques, les économistes, les financiers, les industriels et aussi parmi les millionnaires, car en fin de compte, tout sera réglé en termes de chiffres. 24. L'importance de la jeunesse. On fit remarquer fortement l'importance qu'il y avait à capter l'intérêt de la jeunesse. Nos agents s'infiltreront dans toutes les classes, à tous les niveaux de la société et du gouvernement, dans le but de duper, d'hébéter et de corrompre la jeunesse de la société en lui enseignant, nous le savons, de fausses théories et de faux principes. 25. Les lois nationales et internationales ne devraient pas être remplacées, mais utilisées telles quelles pour détruire la civilisation des goïms, simplement en les entortillant dans des contradictions d'interprétation telles que la loi sera d'abord maquillée, puis ensuite complètement cachée. Notre but ultime est de substituer l'arbitrage à la loi. Le conférencier dit alors à ses auditeurs : « Vous pouvez penser que les goïms se précipiteront sur nous avec des armes, mais à l'ouest, nous avons prévu face à cette éventualité. Une organisation pratiquant une terreur si épouvantable que même les cœurs les plus vigoureux trembleront. L'underground, les réseaux occultes, le monde souterrain, tout cela sera installé dans les capitales et les villes de tous les pays avant que ce danger ne menace. » L'emploi du mot « ouest » est d'une grande signification. Il montre bien que Rothschild s'adressait à des hommes du mouvement révolutionnaire international qui avait démarré dans la zone de colonisation de l'Est. Il est fort à propos de rappeler que Moses Amschelbauer, avant de s'établir à Francfort, avait exercé son métier d'orfèvre et bijoutier dans toute l'Europe de l'Est et de l'Ouest, où il avait certainement rencontré les hommes auxquels son fils Amschelmayer s'adressait. Tout cela se passait après que le simple prêteur d'argent fût devenu banquier, après l'établissement de la maison Rothschild dans la Judenstrasse, où l'on dit que la réunion dont nous venons de parler se serait tenue en 1773. Comme nous pouvons le constater, le plan primitif de la conspiration se termina au point où nous sommes arrivés ci-dessus. Je me suis assuré personnellement que les documents tombés dans les mains du professeur S. Nilus en 1901 et qu'il publia sous le titre The Jewish Peril, le péril juif, en 1905 en Russie, étaient une amélioration du complot primitif. Il n'y apparaît aucun changement dans la première section, mais des additions nombreuses révèlent comment les conspirateurs ont utilisé le darwinisme, le marxisme et même le nietzschéisme. Plus important encore, les documents découverts en 1901 révèlent comment on devait utiliser le sionisme. Et nous devons nous rappeler que le sionisme ne fut organisé qu'en 1897. Nous traiterons ce sujet dans un chapitre suivant où nous expliquons l'intrigue qui a abouti à l'abdication du roi Édouard VIII. La traduction que fit Mr. Victor Marsden du Jewish Peril fut publiée en 1921 par la Britain's Publishing Society de Londres sous le titre The Protocols of the Learned Elders of Zayat, les protocoles des sages de Sion. Le livre est controversé et il paraît logique de dire que la découverte de ce dernier document confirme l'existence du précédent. On a changé très peu de choses, mais on a ajouté des matériaux considérables dus probablement au développement rapide de la conspiration internationale. Le seul point sur lequel il semble y avoir matière à désaccord concerne les titres choisis par le professeur Nilus et M. Marsden pour leurs éditions. M. Marsden déclare avec certitude que le contenu de son livre traite des protocoles des réunions des sages de Sion, alors qu'il apparaîtrait que ce n'était qu'un complot présenté à des changeurs d'argent, des orfèvres, des industriels, des économistes, par Amschelmayer Rothschild, prêteur d'argent puis banquier. Une fois que l'on aurait attisé l'esprit de révolte contre l'autorité constituée dans les cœurs et dans la mentalité des masses, l'élan révolutionnaire en cours serait concrétisé sous l'impulsion d'un règne de la terreur programmé. Le règne de la terreur serait conçu par les dirigeants des Illuminati juifs. À leur tour, ils infiltreraient leurs agents dans la franc-maçonnerie française que l'on venait d'organiser et y établiraient les loges du Grand Orient de façon à pouvoir les utiliser en underground révolutionnaire et en tant qu'instrument de diffusion du matérialisme historique, dialectique et athée. Rothschild termina son discours en faisant remarquer que, si l'on prenait suffisamment de précautions, leur lien avec le mouvement révolutionnaire ne serait jamais connu. Nous pouvons alors poser la question suivante : comment peut-on arriver à prouver que ces réunions secrètes eurent bien lieu ? Et si elles eurent bien lieu, comment pouvons-nous apporter la preuve des sujets qui y furent traités ? La réponse est simple. Il a été possible de connaître ce complot diabolique grâce à un acte de Dieu. En 1785, un courrier à cheval galopait à bride abattue en direction de Paris et transportait des informations détaillées sur le mouvement révolutionnaire mondial en général et des instructions à propos de la Révolution française programmée en particulier. Les instructions provenaient des Illuminati juifs d'Allemagne et étaient adressées aux grands maîtres du Grand Orient de France.
Les loges du Grand Orient avaient été fondées en tant qu'underground révolutionnaire par le duc d'Orléans après que Mirabeau l'eut initié comme grand maître de la franc-maçonnerie française, c'est chez les Illuminati juifs à Francfort. La foudre frappa le courrier, tandis qu'il galopait du côté de Ratisbonne et le tua. Les documents qu'il transportait tombèrent entre les mains de la police qui les adressa au gouvernement bavarois. Un relevé des événements historiques, établi selon l'ordre chronologique, indique la liaison de la maison Rothschild avec les Illuminati juifs à Francfort et des Illuminati à l'intérieur de la franc-maçonnerie française du Grand Orient. Nous le démontrerons. Nous avons rapporté comment les rabbins juifs revendiquaient le pouvoir d'interpréter des messages cachés et secrets dans les Saintes Écritures par une révélation spéciale obtenue grâce à la Kabbale. Il aurait été insignifiant de revendiquer de tels pouvoirs, à moins qu'ils aient eu une organisation ou un instrument à leur dévotion, dont la fonction était de mettre à l'exécution l'inspiration qu'ils prétendaient avoir reçue. Les prêteurs d'argent, quelques grands prêtres, des directeurs et des sages décidèrent qu'il fallait organiser une société très secrète pour servir leur but maléfique. Ils l'appelèrent l'Ordre des Illuminati. Le mot Illuminati provient du mot Lucifer qui signifie porteur de la lumière ou être d'un extraordinaire éclat. En conséquence, la synagogue de Satan organisa les Illuminati afin de mettre à exécution les inspirations que Lucifer donnait aux grands prêtres pendant l'accomplissement de leur rite kabbalistique. Ainsi, le Christ avait entièrement raison lorsqu'il disait d'eux qu'ils étaient de la synagogue de Satan. Le Conseil suprême des Illuminati juifs comprenait 13 membres. Ils étaient et sont encore le corps exécutif du Conseil des 33. Les chefs des Illuminati juifs prétendent avoir une connaissance très étendue de tout ce qui a trait à la doctrine religieuse, aux rites religieux et aux cérémonies religieuses. Ces hommes ont conçu l'idéologie matérialiste et athée que Karl Marx publie en 1848 sous le titre « Le manifeste du Parti communiste ». Marx était le neveu d'un rabbin juif, mais il se sépara officiellement de la grande prêtrise juive lorsqu'on le désigna pour accomplir ses importants travaux. Une fois de plus, on appliqua le principe de la société anonyme. Si le Suprême Conseil se composait de 13 membres, c'était surtout pour rappeler aux membres leur unique devoir, détruire la religion fondée par le Christ et ses 12 apôtres. Afin de garantir le secret et de prévenir la possibilité d'une trahison comme celle de Judas, chaque homme initié chez les Illuminati devait prêter un serment d'obéissance illimitée au chef du Conseil des 33 et reconnaître qu'il n'existait aucun mortel au-dessus de lui. Dans une organisation telle que les Illuminati, cela signifiait que chaque membre reconnaissait le chef du Conseil des 33 comme son dieu sur la terre. Ceci explique pourquoi les communistes de haut niveau, même aujourd'hui, prêtent serment et jurent qu'ils ne donneront pas de gage de fidélité à la Russie. Ils en donnent un, mais uniquement au chef des directeurs du mouvement révolutionnaire mondial. Le Suprême Conseil décida qu'il utiliserait la loge d'Ingolstadt afin d'organiser une campagne grâce à laquelle les agents ou cellules des Illuminati s'infiltreraient dans la franc-maçonnerie continentale. Ils organiseraient leur underground révolutionnaire sous le manteau de la jouissance sociale et de la philanthropie publique. On ordonnerait aux agents qui s'infiltreraient dans la franc-maçonnerie continentale d'y établir des loges du Grand Orient et de les utiliser pour faire du prosélytisme auprès de non-juifs en relation avec l'Église et l'État, riches, bien placés et capables d'exercer une influence appréciable. Ensuite, grâce aux vieilles méthodes de subordination, corruption et pot de vin, ils pourraient en faire, bon gré mal gré, des disciples de l'illuminisme. Il pourrait même arriver à leur faire prêcher l'inversion des 10 commandements de Dieu et leur faire prendre la défense du matérialisme athée. Une fois qu'on eut arrêté cette politique, les agents du Suprême Conseil contactèrent le marquis de Mirabeau, The Right Man, qui accepterait probablement de servir leur dessein en France. Il faisait partie de la noblesse et avait une grande influence dans les cercles de la cour. Il était aussi l'ami intime du duc d'Orléans dont ils avaient décidé qu'il serait leur homme de paille pendant la future Révolution française. Mais plus important encore, le marquis de Mirabeau était dénué de toute moralité et ses excès licencieux l'avaient conduit à s'endetter énormément. Rien de plus facile pour des prêteurs d'argent que de rentrer en contact avec le célèbre orateur Mirabeau. Présentés comme ses admirateurs et amis, ils offrirent de l'aider dans ses difficultés financières. En réalité, ils le firent tomber de la satisfaction égoïste de ses désirs, dans les abîmes du vice et de la débauche, le criblant de dettes envers eux autant qu'il le pouvait. Dès lors, il ne put qu'être leur exécutant. Au cours d'une réunion, on présenta Mirabeau à Moses Mendelssohn, un des grands financiers juifs qui le prirent en main. Mendelssohn présenta alors Mirabeau à une femme, célèbre pour sa beauté et son charme, mais d'une moralité sans scrupules. Cette affolante personne était mariée à un certain monsieur Hertz, mais pour un homme comme Mirabeau, le fait qu'elle fût déjà mariée la rendait encore plus désirable. Très vite, elle passa plus de temps avec Mirabeau qu'avec son mari.
Profondément endetté envers Mendelssohn, étroitement pris au piège par Madame Hertz, Mirabeau était tout à fait réduit à l'impuissance. Il avait avalé l'hameçon et la ligne avec. Comme de bons pêcheurs, ils jouèrent doucement avec lui pendant quelque temps. Car s'ils exerçaient une trop forte pression, le fil pouvait casser et leur poison s'échapperait. Leur dessein était de le faire initier à l'illuminisme. Il jura le secret et une obéissance illimitée sous peine de mort. Puis on l'amena dans des situations compromettantes qui furent mystérieusement rendues publiques. Cette méthode de destruction de la personnalité d'un homme fut davantage connue sous le nom de pratique de l'infamie. À cause des scandales et du dénigrement organisé, Mirabeau se retrouva frappé d'ostracisme par ses pairs. Sa rancune déboucha sur un désir de vengeance et il embrassa ainsi la cause révolutionnaire. La fonction de Mirabeau était de persuader le duc d'Orléans de prendre la direction du mouvement révolutionnaire en France. Il était sous-entendu que, lorsqu'on aurait obligé le roi à abdiquer, celui-ci deviendrait le chef des institutions démocratiques en France. Bien entendu, jamais les conspirateurs ne laissèrent entendre à Mirabeau et au duc d'Orléans que leur intention était d'assassiner le roi, la reine ainsi que des milliers de nobles. Ils leur firent simplement croire que le but de la Révolution était de libérer la politique et la religion du despotisme et de la superstition. Un autre facteur incita le pouvoir occulte à décider que le duc d'Orléans serait leur homme de paille. Il était grand maître de la franc-maçonnerie française. Adam Weishaupt, qui reçut le consigne d'adapter le rituel et les rites de l'illuminisme au rituel de l'initiation dans la franc-maçonnerie du Grand Orient, vivait aussi à Francfort en Allemagne. Mirabeau présenta le duc d'Orléans et son ami Talleyrand à Weishaupt, qui les initia au secret de la franc-maçonnerie du Grand Orient. Fin 1773, Philippe, duc d'Orléans, avait introduit le rituel du Grand Orient dans la franc-maçonnerie française. En 1788, il y avait en France plus de 2000 loges affiliées à la franc-maçonnerie du Grand Orient et le nombre d'adeptes dépassait les 100 000. Ainsi, les Illuminati juifs, grâce à Moses Mendelssohn et à Weishaupt, s'étaient introduits dans la franc-maçonnerie continentale sous le paravent des loges du Grand Orient. Ils organisèrent ensuite des comités révolutionnaires secrets à l'intérieur des loges. Les directeurs de l'underground révolutionnaire étaient donc présents dans toute la France. Une fois qu'il eut réussi, par l'intermédiaire de son ami le duc d'Orléans, à fusionner la franc-maçonnerie bleue ou nationale avec le rite du Grand Orient de France, Mirabeau abandonna son ami dans le même chemin de perdition qui l'avait conduit à se faire rejeter par ses pairs. En 4 ans, le duc d'Orléans fut tellement endetté qu'on le persuada de s'engager dans les trafics illégaux pour essayer de rentrer dans ses fonds. Bizarrement, ses aventures semblèrent aller de mal en pis et il perdit de plus en plus d'argent. En 1780, il devait 800 000 livres. Une fois de plus, les banquiers se présentèrent, offrirent de le conseiller dans ses transactions commerciales et lui proposèrent une aide financière. Ils le manœuvrèrent très habilement jusqu'à lui faire signer pour ses emprunts et à leur profit des garanties, une véritable hypothèque sur son palais, ses domaines, sa demeure et le palais royal. Le duc d'Orléans signa un contrat par lequel il autorisait ses financiers juifs à gérer ses propriétés et ses domaines de façon à lui procurer des revenus suffisants pour honorer ses obligations financières et à lui laisser un revenu régulier et confortable. Le duc d'Orléans n'avait jamais été très doué pour les questions financières. À ses yeux, le contrat qu'il avait signé avec ses banquiers juifs lui apparut comme un échange financier bien fondé. Il lui avait offert de gérer ses affaires et de transformer une sombre faillite en un grand succès financier. Que pouvait-il espérer de plus ? Il n'avait suspecté aucune manœuvre frauduleuse puisqu'il s'était innocemment vendu corps et âme aux agents du démon. Mais il l'avait fait et il était véritablement sous leur influence. Les puissances secrètes qui dirigeaient la Révolution française désignèrent Coderlo de Laclos pour la gestion du palais royal et des domaines du duc d'Orléans. Nous pensons que de Laclos était un juif d'origine espagnole. Lorsqu'il fut nommé gérant du palais royal, il était déjà le célèbre auteur des Liaisons dangereuses et autres ouvrages pornographiques. Il prit publiquement la défense de son immoralité sans borne en déclarant qu'il étudiait la politique de l'amour sous ses aspects les plus variés du fait de son amour de la politique. Il importe peu de savoir qui était Coderlo de Laclos. C'est ce qu'il fit qui a de l'importance. Ce personnage fit du palais royal la plus vaste et la plus malfamée des demeures du royaume. Il y institua toutes sortes de divertissements et des spectacles impudiques et licencieux, des galeries de tableaux obscènes, des bibliothèques pornographiques, et mit sur scène des pièces, entre guillemets, dont l'unique objet était la dépravation sexuelle sous sa forme la plus bestiale. Les hommes et les femmes qui souhaitaient se laisser aller à n'importe quelle forme de débauche n'avaient que l'embarras du choix. Le palais royal devint le centre à partir duquel on conçut et on répandit les mots d'ordre de la campagne pour la destruction systématique de la foi religieuse et de la moralité publique française. Tout cela mit en place le principe kabbalistique qui stipule que le meilleur révolutionnaire est un jeune dénué de toute morale. Un juif de Palerme, Cagliostro alias Joseph Balsamo, s'était associé à de Laclos. Il transforma une des propriétés du duc en imprimerie, publia des brochures révolutionnaires,
et organisa une équipe de spécialistes de la propagande révolutionnaire. En plus de la littérature, ils organisèrent des concerts, des pièces de théâtre et des débats destinés à en appeler aux plus bas instincts de la nature humaine et à favoriser la cause de la Révolution. Balsamo organisa également les nids d'espions qui permirent au pouvoir occulte d'exécuter sa stratégie de l'infamie pour l'assassinat mental systématique. Les hommes et les femmes qui étaient attirés dans la toile tissée par Delaclos et Balsamo devaient exécuter leurs ordres s'ils ne voulaient pas qu'on exerçât un chantage sur eux. Ainsi, les domaines du duc d'Orléans furent transformés en centres de politique révolutionnaire sous le paravent de salles de conférences, de théâtres, de galeries d'art, de clubs d'athlétisme, de salles de jeux, de bordels, de cabarets où l'on trouvait vin et drogue qui faisaient un commerce d'enfer. Dans cet underground révolutionnaire, on prit d'abord au piège les dirigeants potentiels. On étouffa d'abord leur conscience par la fréquentation du mal, puis on les tua par les complaisantes pratiques du mal. Les domaines du duc d'Orléans étaient transformés en usines dans lesquelles le pouvoir occulte, derrière le mouvement révolutionnaire mondial, fabriquait les pièces qu'il comptait utiliser pour son jeu d'échecs international. Scudder, qui écrivit Prince du sang, déclara à propos du palais royal qu'il donna beaucoup plus de soucis à la police que tous les autres endroits de la ville. Pour la population, cet endroit infâme était la propriété du duc d'Orléans, le cousin du roi. Seule une infime poignée d'hommes et de femmes savaient que les prêteurs d'argent le contrôlaient et l'utilisaient pour créer une organisation révolutionnaire qui devait être l'instrument de leur vengeance et de leurs plans secrets. Dès que la police eut pris connaissance des documents secrets trouvés sur le corps du messager, elle les communiqua au gouvernement bavarois qui ordonna une descente dans les quartiers généraux des Illuminati. On y trouva de nouvelles preuves concernant les très vastes ramifications du mouvement révolutionnaire mondial, et on informa les gouvernements de France, d'Angleterre, de Pologne, d'Allemagne, d'Autriche et de Russie de l'aspect international du complot révolutionnaire. Mais comme toujours, les gouvernements concernés n'entreprirent aucune action valable pour mettre fin à la conspiration diabolique. Pourquoi ? La seule réponse est que la puissance des hommes qui sont derrière le mouvement révolutionnaire mondial est plus grande que celle de n'importe quel gouvernement. Nous le prouverons tout au long de ces pages. Les hommes malveillants qui conspirent et planifient le MRM ont un avantage sur le commun des mortels. Le simple individu qui croit en Dieu et apprécie l'harmonie des choses créées par Dieu ne peut arriver à croire qu'un plan diabolique de haine et de vengeance ait pu être conçu par des êtres humains. Bien que tous les chrétiens croient très sincèrement que la grâce de Dieu est entrée dans leurs âmes comme résultat de l'accomplissement de leurs devoirs religieux, d'avoir reçu les sacrements et dit leurs prières, ils ne peuvent croire que le diable inocule réellement son influence maléfique et ses pouvoirs dans les cœurs et les âmes des hommes et des femmes qui adoptent le satanisme ou l'athéisme comme religion par les cérémonies et les rites des grands prêtres Illuminati, que ce soit le genre cabale juive ou le genre ariano-païen du Grand Orient. C'est pourquoi les individus et les gouvernements sont restés naïfs et stupides face aux avertissements qu'ils avaient reçus au sujet de la mécanique maléfique des dirigeants du mouvement révolutionnaire mondial. Voici plusieurs illustrations de cette inertie. On sait que les différents gouvernements n'avaient pas réagi à l'information que leur avait communiquée la police bavaroise en 1785. Aussi la reine Marie-Antoinette reçut-elle de sa sœur certaines lettres privées qui l'alertèrent du complot révolutionnaire, de ses liens avec les banquiers internationaux, de l'action de la franc-maçonnerie ainsi que du danger qu'elle-même courait en tant que reine de France, épouse de Louis XVI. Marie-Antoinette, 1755-1793, était la fille de l'empereur François Ier d'Autriche. Elle aussi ne put arriver à croire que les terribles choses dont sa propre sœur l'entretenait étaient montées par les Illuminati. Aux avertissements répétés que lui envoya sa sœur, Marie-Antoinette répondit de longues lettres. Aux affirmations de sa sœur lui expliquant qu'on avait des preuves que les Illuminati, agissant sous le couvert d'une franc-maçonnerie philanthropique, avaient l'intention de détruire l'Église et l'État en France, Marie-Antoinette répondit « Je crois qu'en ce qui concerne la France, vous vous inquiétez beaucoup trop de la franc-maçonnerie. Elle est loin d'avoir l'importance qu'elle peut avoir partout ailleurs en Europe. » L'histoire se chargea de lui prouver combien elle avait tort. Parce qu'elle refusa de prêter attention aux avertissements répétés de sa sœur, elle et son mari moururent sous la guillotine. Entre 1917 et 1919, le gouvernement britannique entra en possession de quantités de renseignements concernant les banquiers internationaux qui niaient à cette époque le pouvoir occulte derrière le MRM. L'information fut officiellement présentée par des officiers des renseignements britanniques et des renseignements américains, puis confirmée par M. Oudendijk et Sir M. Findlay. M. Oudendijk était l'ambassadeur des Pays-Bas à Saint-Pétersbourg. Il veillait sur les intérêts britanniques après que la foule eut démoli l'ambassade de Grande-Bretagne et tué le commandant E.N. Cromie. Nous traitons en détail de cet aspect du MRM dans les chapitres suivants sur la Russie. La majorité des étudiants en histoire croient que Marie-Antoinette était une femme qui adopta l'esprit de la cour de France et en appréciait les réjouissances.
On reconnaît généralement qu'elle était impliquée dans de nombreuses affaires galantes avec les proches amis de son époux et qu'elle donnait libre cours à des extravagances inconsidérées. C'est le portrait que firent d'elle Balsamo et ses propagandistes. Ils avaient concocté un scandale du type l'infamie, ce qui leur permit de faire exiger par la foule la vie de la reine. Mais leur version de la conduite de Marie-Antoinette n'est qu'un ramassis de mensonges. Les historiens l'ont prouvé. La force morale avec laquelle elle supporta les souffrances que lui infligèrent ses ennemis, la dignité avec laquelle elle accepta son sort, et la résignation et le courage avec lesquels elle offrit sa vie sur l'échafaud, ne peuvent être les caractéristiques d'une femme débauchée. Afin de salir Marie-Antoinette, Weishaupt et Mendelssohn montèrent l'affaire du collier de diamants. À l'époque, les ressources financières de la France étaient à leur niveau le plus bas, et le gouvernement français priait les rois de l'argent internationaux de lui accorder un peu plus de crédit. Un agent secret des super-conspirateurs fit réaliser un fabuleux collier de diamants par les bijoutiers de la cour. L'ordre d'exécution pour ce collier, dont on estimait la valeur à 250 000 livres, fut donné au nom de la reine. Lorsque les bijoutiers de la cour apportèrent le collier de diamants à la reine en vue de son approbation, elle refusa en déclarant qu'elle n'avait rien demandé. Elle se défendit d'avoir commandé ce collier. Mais comme les conjurés l'avaient prévu, les nouvelles sur ce collier fabuleux se répandirent. Balsamo mit en œuvre sa machine à propagande, et Marie-Antoinette fut submergée de critiques et salie. Sa réputation fut traînée dans la boue par une campagne de rumeurs, en fait d'assassinat mental. Et comme à l'accoutumée, on ne put jamais repérer les calomniateurs. Après cette campagne, Balsamo produisit son chef-d'œuvre. Ses presses imprimèrent des milliers et des milliers de brochures, affirmant qu'un amant secret de la reine avait envoyé le collier en hommage à ses faveurs royales. Mais les individus qui dirigeaient l'infamie inventèrent des calomnies encore plus diaboliques à propos de la reine et les firent circuler. Ils écrivirent une lettre au cardinal prince de Rohan en imitant la signature de la reine. On lui demandait de la rencontrer au palais royal vers minuit afin d'aborder l'affaire du collier de diamants. On engagea une prostituée du palais royal qui prit les apparences de la reine, et le cardinal fut impliqué. On se hâta de rapporter l'épisode dans les journaux et les pamphlets, et l'on fit circuler des insinuations infectes impliquant deux des plus grands personnages de l'Église et de l'État. L'histoire nous apprend que le collier de diamants, après avoir servi aux répugnants desseins, fut envoyé en Angleterre et démonté. Un juif nommé Eliasson aurait conservé la majorité des diamants de prix utilisés lors de sa fabrication. Madame Queensborough, auteure de Occult Theocracy, réussit à apporter quelques preuves sur les liens entre les prêteurs d'argent juifs anglais et le complot qui conduisit à la Révolution française. Alors qu'elle faisait des recherches, elle lut un ouvrage écrit par l'israélite Bernard Lazare sur l'antisémitisme. Forte de ce qu'elle tira de ce livre, Madame Queensborough affirma que Benjamin Goldsmith, son frère Abraham ainsi que son neveu Sir Moses Montefiore et leur associé Moses Mokata furent les financiers juifs d'Angleterre certainement impliqués avec leurs frères juifs continentaux dans le complot qui amena la Révolution en France. On découvrit une preuve supplémentaire montrant les attaches de Daniel Hitzig de Berlin, de son beau-fils David Friedlander et de Erd Serfbeer d'Alsace avec les Rothschild et le complot. Quelqu'un a donc réussi à braquer le projecteur sur les hommes qui, à cette époque, constituaient le pouvoir occulte derrière le mouvement révolutionnaire mondial. Il faut connaître les méthodes qu'employèrent ces hommes pour amener le gouvernement français dans les difficultés financières que l'on sait, car nous allons reconnaître le même processus appliqué par la suite en Amérique, en Russie, en Espagne et dans les autres pays. Sir Walter Scott, dans son deuxième volume de La vie de Napoléon, a une vision des prémices. Il résume la situation en ces termes. Ces financiers traitèrent le gouvernement français comme les usuriers des faillis prodigues, alimentant leur extravagance d'une main, tirant de l'autre sur leur fortune ruinée des dédommagements complètement déraisonnables pour leur avance de fonds. Par une longue suite d'emprunts et de concessions ruineuses accordées pour les garantir, on mit les finances de la France dans le désordre le plus absolu. Fin de citation. Une fois qu'on eut obligé le gouvernement français à solliciter d'énormes emprunts pour couvrir les dettes contractées pour les guerres créées par les conspirateurs internationaux, ces zélés serviteurs de Mammon acceptèrent très aimablement de prêter l'argent, à condition bien sûr qu'ils soient maîtres des conditions du contrat. À première ligne, leurs conditions étaient très acceptables. Mais ils avaient encore placé une anguille sous roche en la personnalité d'un certain M. Necker. On dut le nommer au Conseil du roi de France en tant que ministre des Finances. Les financiers juifs imposèrent ce sorcier de la finance pour qu'il purge la France de ses difficultés monétaires en 2 temps 3 mouvements. En réalité, au cours des 4 années suivantes, il s'appliqua à livrer dangereusement le gouvernement français aux financiers juifs en faisant monter la dette nationale à 170 millions de livres. Le capitaine A.H.M. Rancet résume la situation avec justesse dans La guerre sans nom. Il y déclare « La révolution est un coup porté à un paralytique. Lorsque l'emprise de la dette a été solidement établie, le contrôle de toute forme de publicité et d'activité politique
va aussitôt de pair avec une mainmise sur l'industrie, à la fois sur l'exploitation et sur la main-d'œuvre. La scène est alors prête pour le coup révolutionnaire. L'emprise de la main droite, la finance, produit la paralysie pendant que la main gauche, la révolution, tient le poignard et donne le coup fatal. La corruption morale facilite tout le processus. Ça pourrait s'appliquer à aujourd'hui, ça, hein, à 2020. Je répète, l'emprise de la main droite, la finance, produit la paralysie pendant que la main gauche, la révolution, tient le poignard et donne le coup fatal. D'un côté, on a la crise des Gilets jaunes et de l'autre, la crise financière mondiale qui pointe son nez. Hein. Pendant que les feuilles de propagande de Balsamo pestaient contre les hauts représentants de l'Église et de l'État, les agents spéciaux des Illuminati formaient les hommes que l'on utiliserait comme responsables du règne de la terreur qui accompagne chaque fois les coups révolutionnaires. Parmi ces hommes, on trouvait Robespierre, Danton et Marat. Pour que leur véritable dessein demeurât dans le secret, les hommes qui devaient libérer les prisonniers et les fous afin de créer l'atmosphère nécessaire à l'institution d'un règne de la terreur programmée se rencontrèrent au couvent des Jacobins. À l'intérieur des murs de l'édifice sacré, on étudia les détails du plan sanglant et l'on constitua les listes de réactionnaires que l'on devait liquider. Il y fut expliqué que pendant que les criminels et les fous se répandraient, terrorisant sauvagement la population en commettant des crimes de masse, en enlevant ou en violant publiquement les gens du peuple, l'underground organisé des travailleurs sous la direction de Manuel, procureur de leur commune, capturerait toutes les personnalités politiques importantes, les dirigeants du clergé et les officiers de l'armée que l'on savait fidèles au roi. Les hommes qui devaient sortir de l'underground juif organisé furent façonnés dans les clubs jacobins. Sous la conduite de chefs très versés dans la conduite du règne de la terreur, ils se chargèrent des atrocités de masse pour accomplir le dessein de leur maître caché et les placer encore plus près de leur but final. Chapitre 4. La fin de la Révolution, Napoléon, les dictatures. Les banquiers internationaux organisèrent la Révolution française afin de devenir le pouvoir occulte derrière les gouvernements d'Europe et continuer leur plan à longue échéance. Lorsque la Révolution éclata, les Jacobins en prirent le contrôle, comme les Illuminati et la franc-maçonnerie du Grand Orient leur avaient demandé de le faire. Ils utilisèrent le duc d'Orléans pour servir leurs desseins jusqu'au moment où on eut besoin de lui pour voter la mort de son cousin le roi. Le duc croyait qu'on ferait de lui un monarque constitutionnel, mais les Jacobins avaient d'autres instructions. Une fois qu'il eut voté la mort du roi et en eut endossé la responsabilité, il permit aux véritables conjurés d'être à l'abri de tout soupçon. Alors le pouvoir occulte derrière la Révolution donna des ordres pour qu'on l'exécutât, en tirant le plus grand parti possible de leur propagande et de l'infamie. En un temps incroyablement court, il se retrouva sur le chemin de la guillotine. Dans la charrette de la mort qui roulait sur les pavés, il entendit le peuple l'insulter et le maudire. Mirabeau se repentit lorsqu'il réalisa le danger que représentait le terrible instrument de vengeance à la Constitution auquel il avait participé. Tout déréglé et dissolu qu'il était, il ne put accepter d'assister aux terribles et révoltantes atrocités que les Jacobins perpétraient systématiquement contre tous ceux qui étaient désignés pour l'outrage et la mort par les maîtres secrets. Mirabeau était en fait opposé à toute violence envers le roi. Son propre plan avait été de réduire Louis XVI à l'état de monarque constitutionnel et de se faire nommer son conseiller en chef. Lorsqu'il réalisa que ses maîtres voulaient tuer le roi, il essaya d'organiser la fuite de Louis XVI de Paris pour qu'il puisse rester encore à la tête de son armée. Mais ses plans furent lâchement révélés aux Jacobins et on ordonna sa liquidation. Dans son cas, on ne pouvait prévoir une exécution publique. Ses ennemis n'avaient pas assez de temps pour constituer un dossier d'accusation qui fût cohérent. En conséquent, on l'empoisonna et on fit passer sa mort pour un suicide. Un livre fut écrit au sujet du collier de la reine dont nous avons déjà parlé. Il s'y trouve une remarque très éclairante, je cite, « Louis n'ignorait pas le fait qu'on avait empoisonné Mirabeau ». Danton et Robespierre furent les deux démons incarnés qui mirent en place le règne de la terreur, selon les directives des Illuminati, pour qu'ils puissent se venger de leurs ennemis et éliminer les personnages qui leur faisaient obstacle. Cependant, mais une fois leur dessein accompli, les deux exécutants furent arrêtés, accusés de toutes sortes d'infamies et exécutés. Lafayette était franc-maçon et il rejoignit les forces révolutionnaires pour amener plus rapidement les réformes dont on avait besoin. Mais Lafayette ne pensa jamais un seul instant qu'il menait le peuple de France de sa vieille oppression à une nouvelle suggestion. Lorsqu'il essaya de sauver le roi, on l'expédia faire la guerre en Autriche. Depuis la Révolution française de 1789 jusqu'aux révolutions d'aujourd'hui, le pouvoir occulte qui se trouve derrière toutes ces révoltes a utilisé beaucoup de ducs d'Orléans, de Mirabeau et de Lafayette. Malgré leurs noms et leurs fonctions différentes, ils ont toujours joué des rôles semblables, réduits à la stricte utilité de ceux qui tiraient les ficelles, notamment pour organiser les révolutions et liquider ensuite. On s'est toujours arrangé pour camoufler leur mort sous un monceau de crimes qui était en fait imputable au pouvoir occulte. Sir Walter Scott comprit beaucoup de choses quant à la façon de procéder du pouvoir occulte,
derrière la Révolution française. Tout lecteur de sa vie de Napoléon saisira que l'auteur pensait avoir détecté l'origine juive des complots. Sir Walter Scott fait remarquer que les véritables personnages clés de la Révolution étaient pour la plupart des étrangers. Il observa qu'ils employaient des termes typiquement juifs tels que directeur ou ancien, égale sage, dans leur besogne, et fit remarquer que Manuel fut nommé procureur de la commune d'une façon quelque peu mystérieuse. Sir Walter déclare que cet homme fut responsable de l'arrestation et de la détention dans toutes les prisons de France des victimes des journées sanglantes et préméditées de septembre 1792. Pendant ces massacres, on assassina 8000 personnes uniquement dans les prisons de Paris. Sir Walter nota aussi que la communauté de Paris, le Conseil général de Paris, devint le Sanhédrin des Jacobins qui demandait du sang et encore du sang. Scott raconte que, jusqu'à ce qu'ils eurent accompli leur tâche, Robespierre, Danton et Marat occupaient de hautes fonctions dans la synagogue des Jacobins. Ma forte conviction m'incline à penser que ce fut Manuel qui provoqua l'attaque contre le roi Louis XVI et Marie-Antoinette et conduisit finalement à la guillotine. Manuel reçut un soutien très important d'un homme nommé David, qui en tant que membre dirigeant du comité de salut public, fut le juge des nombreuses victimes de Manuel. La voix de David exigeait toujours le sang et la mort. Sir Walter rapporte que David, avant de commencer son travail quotidien, avait coutume de citer la phrase des couteliers « aiguisons jusqu'à ce que ça devienne rouge ». C'est David qui introduisit le culte de l'être suprême. Le rituel païen était une mascarade kabbalistique qui remplaça tout signe externe de dévotion. Scott mentionne également que Coderlo de Laclos, qui était pense-t-on d'origine espagnole, fut le directeur du palais royal et jouera un rôle diabolique dans l'explosion de la Révolution. Autre chose d'importance, après qu'on eut décrété l'élimination de Robespierre, 2 hommes, Rebelle et Gohir, devinrent les directeurs du Conseil des Anciens. Avec 3 autres compagnons, ils furent momentanément les véritables gouvernants de la France. Ces 5 hommes auxquels nous faisons allusion composaient le Directoire. Or, fait remarquable, la vie de Napoléon de Sir Walter Scott, qui dévoile tant de faits, tant de vérités, est pratiquement inconnue. Nous devons ici mentionner la vie de Robespierre de Géronier, qui a été écrite comme si l'auteur avait eu accès à quelques-uns des secrets. Du 27 avril au 28 juillet 1794, lorsque Robespierre fut mis en minorité, la terreur arriva à son paroxysme. Jamais il ne fut question de dictature d'un seul homme, encore moins de Robespierre, quelques 20 hommes partageaient le pouvoir, et encore. Le 28 juillet, Robespierre fit un long discours devant la Convention, une philippique contre les ultra-terroristes. Il y émit des accusations vagues et générales. On raconte que Robespierre aurait dit « Je ne puis les nommer maintenant et en cet endroit, ni déchirer entièrement le voile qui recouvre ce profond mystère d'iniquité, mais je puis affirmer avec certitude que, parmi les auteurs de ce complot, il y a les agents de ce système de corruption et de scandale, le moyen le plus puissant parmi tous ceux inventés par les étrangers pour la ruine de la République. Je veux dire les apôtres impurs de l'athéisme et de l'immoralité, qui est sans fondement. » Fin de la citation. M. Renier ajouta « S'il, Robespierre, n'avait pas prononcé ces mots, il aurait encore pu triompher. » Robespierre en avait beaucoup trop dit. On lui tira délibérément un coup de feu dans la mâchoire afin de le réduire au silence et de pouvoir le traîner jusqu'à la guillotine le lendemain. On s'occupa de la même façon d'un autre franc-maçon qui en savait beaucoup trop. Lorsque nous passerons en revue les événements qui ont conduit aux révolutions russes et espagnoles, nous montrerons que le groupe révolutionnaire occulte des Illuminati à l'intérieur des loges du Grand Orient de la franc-maçonnerie continentale était l'instrument des hommes qui constituaient le pouvoir occulte derrière le mouvement révolutionnaire mondial. On accusa publiquement des milliers d'individus et on jeta le discrédit sur de nombreuses organisations uniquement parce que les dirigeants secrets avaient le pouvoir de les accuser de leurs crimes et de dissimuler ainsi leur propre identité. Peu nombreuses sont les personnes qui savent aujourd'hui que Robespierre, Marat et Danton n'étaient que les instruments qu'utilisèrent les 13 directeurs des Illuminati, ingénieurs et techniciens de la Grande Révolution française. Ce furent les hommes qui étaient dans les coulisses qui mirent au point le mécanisme de la terreur comme moyen de satisfaire leur désir de vengeance. Pendant la terreur, ils pouvaient retirer les obstacles humains qui les gênaient. Les hommes qui dirigeaient la Révolution française décidèrent alors de s'engager dans l'intrigue internationale. Toujours soucieux d'accroître leur puissance politique et économique, Ansel Mayer Rothschild ouvrit une succursale à Londres que dirigea son fils Nathan, spécialement formé à cela. Son intention était de renforcer, plus solidement que jamais, les liens entre les hommes qui contrôlaient la Banque d'Angleterre et ceux qui contrôlaient les banques de France, d'Allemagne et de Hollande. Nathan entreprit ce travail important à l'âge de 21 ans et il tripla sa fortune. Les banquiers décidèrent alors d'utiliser Napoléon comme l'instrument de leur volonté. Ils organisèrent les guerres napoléoniennes pour détrôner plusieurs têtes couronnées d'Europe. En 1804, après avoir occupé l'Europe, Napoléon se proclama empereur. Il nomma son frère Joseph, roi de Naples, Louis, roi de Hollande et Jérôme, roi de Westphalie.
Au même moment, Nathan Rothschild s'arrangeait pour que ses 4 frères deviennent les rois de la finance en Europe. Ils étaient le pouvoir occulte derrière les trônes récemment établis. Les prêteurs d'argent internationaux transportèrent alors leurs quartiers généraux en Suisse. Ils convinrent entre eux que, dans leurs intérêts et pour leur sécurité, la Suisse serait toujours neutre lors des différents conflits. Dans leurs quartiers généraux suisses à Genève, ils organisèrent tous les trusts et cartels à l'échelle internationale. Ils manigancèrent les choses de telle façon que, peu importe les combattants, les vainqueurs ou les perdants, les membres du cartel des prêteurs d'argent internationaux gagnaient de plus en plus d'argent. Ce groupe d'hommes obtint rapidement le contrôle des fabriques de munitions, de l'industrie de construction navale, de l'industrie minière, des usines chimiques, des dépôts de fournitures pharmaceutiques, des aciéries, etc. Le seul ennui, c'était que Napoléon devenait de plus en plus égoïste et eut même la témérité de les dénoncer publiquement. Dès lors, son destin était scellé. Ce ne furent pas le temps ni le froid qui transformèrent sa victorieuse invasion de la Russie en une des plus tragiques défaites militaires que le monde ait jamais connues. Le manque de munitions et de fournitures dont ses armées manquaient cruellement était dû au sabotage de ses lignes de communication. La stratégie secrète qui fit employer pour infliger une défaite à Napoléon et l'obliger à abdiquer servit de modèle à toutes les actions révolutionnaires depuis cette époque. C'était très simple. Les dirigeants du mouvement révolutionnaire plaçaient leurs agents occultes en des endroits clés dans les services de ravitaillement, de communication, de transport et de renseignement des forces armées qu'ils voulaient renverser. En sabotant les ravitaillements, en interceptant les ordres, en délivrant des messages contradictoires, en immobilisant ou en déroutant des convois, et par un travail de contre-espionnage, les dirigeants révolutionnaires avaient découvert la possibilité de créer un plus grand chaos dans l'organisation militaire la plus efficace, que ce soit sur terre, sur mer ou dans l'air. 10 cellules placées secrètement en des endroits clés valent 10 000 hommes sur le terrain. Les méthodes que l'on employa pour détruire Napoléon au début du XIXe siècle furent également utilisées pour amener la défaite des années russes en guerre contre le Japon en 1904. Ce fut la même chose en 1917 lorsque les armées russes se mutinèrent, et de même en 1918 dans la marine et dans l'armée allemande. La véritable raison pour laquelle les généraux allemands demandèrent, et on leur accorda, un armistice en novembre 1918 fut l'infiltration communiste à des postes clés. On utilisa les mêmes méthodes pour détruire l'efficacité de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation espagnole en 1936. On utilisa les mêmes tactiques pour amener la défaite d'Hitler après ses avancées victorieuses en Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, l'histoire se répète parce que les mêmes puissances emploient chaque fois les mêmes méthodes. Je répète cette phrase. Ainsi, l'histoire se répète parce que les mêmes puissances emploient chaque fois les mêmes méthodes. Mais le plus important, c'est que les descendants des hommes qui amenèrent la chute de Napoléon amenèrent la défaite des forces nationalistes chinoises en 1945. Aujourd'hui encore, ce noyautage continue. On donna des ordres mystérieux et des millions de dollars d'armes et de munitions furent largués dans l'océan Indien alors qu'elles étaient destinées à Chiang Kai-shek. La véritable histoire de la façon dont les politiciens britanniques et américains trahirent nos alliés chinois et coréens anticommunistes prouve que les agents des banquiers internationaux manœuvraient afin de permettre aux communistes d'obtenir le contrôle de l'Asie. Ils trompaient et induisaient en erreur nos hommes d'État. Le communisme est aujourd'hui ce qu'il a toujours été, un instrument de destruction et un moyen d'action qu'utilisèrent les conspirateurs internationaux pour servir leurs plans secrets de conquête des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. L'histoire nous dit comment on obligea Napoléon à abdiquer en 1814, comment on l'envoya alors en exil sur l'île d'Elbe, comment il s'échappa et essaya d'amorcer un retour. Mais il jouait contre des hommes qui avaient en main des dés pipés. Nathan Rothschild et sa clique internationale avaient soutenu l'Allemagne afin de battre Napoléon. Ils avaient décidé de gagner de l'argent quelle que fût l'issue du combat. Lorsque la bataille de Waterloo fut sur le point de se dérouler, Nathan Rothschild se trouvait à Paris. Il avait pour domicile un palais d'où l'on avait vue sur celui qu'occupait Louis XVIII. Il pouvait, lorsqu'il le désirait, voir ce qui se passait dans le palais de l'héritier du trône de France. Il s'était également chargé de placer des agents sur le champ de bataille qui lui faisaient parvenir des informations au sujet du combat par le moyen de pigeons voyageurs. Nathan Rothschild s'était aussi occupé d'envoyer de fausses informations en Angleterre, toujours par pigeons voyageurs, quant à l'issue de la bataille. Une fois qu'on lui assurait de la victoire de Wellington, ses agents informèrent le peuple britannique de la défaite de Wellington et de la rage de vaincre de Napoléon. Le fait que les pigeons voyageurs aient joué un rôle si important dans cette machination donna naissance à l'expression « un petit oiseau m'a dit ». Et les petits oiseaux de Nathan Rothschild racontèrent des mensonges d'une telle ampleur sur la bataille de Waterloo que le peuple de Grande-Bretagne paniqua. Le marché d'échange tomba en chute libre. On pouvait acheter les livres anglaises pour presque rien, pour 1 shilling. Toutes les valeurs s'effondrèrent, on n'avait jamais vu cela. Nathan affréta un petit vaisseau pour la modique somme de 2000 livres afin de regagner l'Angleterre.
À son arrivée, ses associés en finance mirent la main sur toutes les actions, obligations et autres titres et garanties que leurs mains pouvaient rafler. Lorsqu'enfin la vérité fut connue, à savoir la victoire de Wellington, les valeurs remontèrent à leur cours normal. Les prêteurs d'argent internationaux avaient réalisé des fortunes astronomiques. Petite parenthèse, ça nous rappelle aussi la main basse de George Soros sur l'économie anglaise, notamment sur la livre sterling, en 91 ou 92. Il avait gagné 1,5 milliard de livres sur une seule opération, et une opération qui avait fait chuter le cours des livres sterling. Ce qui est incompréhensible, c'est de constater qu'aucune des personnes qu'ils avaient minées ne s'était ruée sur eux pour les assassiner. En témoignage de joie et de gratitude envers le prestigieux fait d'armes de Wellington et de Blücher, les Rothschild prêtèrent 18 millions à l'Angleterre et 5 millions à la Prusse, de cet argent mal acquis, en réparation des dommages de guerre. Lorsque Nathan Rothschild mourut en 1836, il s'était arrogé le contrôle de la Banque d'Angleterre et de la dette nationale, qui après ce gigantesque assassinat financier de 1815, s'élevait à 885 millions de livres. Il est peu probable qu'un franc-maçon sur un millier sache la véritable histoire de la façon dont les chefs des Illuminati du Grand Orient ont infiltré leurs agents dans la franc-maçonnerie continentale. Les faits mentionnés étaient vrais. Les grands maîtres de la franc-maçonnerie anglaise avaient prévenu leurs frères maçons de n'avoir aucune relation avec les francs-maçons du Grand Orient ou de s'affilier à eux en aucune sorte, car les Illuminati révolutionnaires s'étaient établis dans la franc-maçonnerie continentale. Le pape Pie IX dénonça publiquement le communisme et renouvela aux catholiques l'interdiction de s'affilier à la franc-maçonnerie. Afin de convaincre le lecteur qui pourrait avoir encore des doutes en ce qui concerne le rôle joué par la franc-maçonnerie dans la Révolution française, nous citerons quelques phrases d'un débat qui eut lieu sur ce sujet à la Chambre des députés en 1904 en France. Le marquis de Rosambeau, après avoir exposé quelques faits destinés à prouver que la franc-maçonnerie était l'auteur de la Révolution française, déclara « Nous sommes donc parfaitement d'accord sur ce point que la franc-maçonnerie était le seul auteur de la Révolution, et les applaudissements que je recueille de la gauche, et auxquels je suis peu habitué, prouvent, messieurs, que vous reconnaissez avec moi qu'elle a fait la Révolution française. » Fin de la citation. À cette déclaration, M. Jumel, un franc-maçon notoire du Grand Orient, répondit « Nous faisons plus que de le reconnaître, nous le proclamons. Nous tirons ces faits du convent du Grand Orient de 1923, page 403. Les Illuminati contrôlent indubitablement la franc-maçonnerie. » Vous pouvez trouver cette source notamment sur Gallica, ce document du convent du Grand Orient de 1923. En 1923, lors d'un grand banquet auquel assistaient des personnalités éminentes des affaires internationales, dont quelques-unes étaient liées à la Société des Nations, le président du Grand Orient leva ce toast « À la République française, fille de la franc-maçonnerie française. À la République universelle de demain, fille de la franc-maçonnerie universelle. » Nous allons faire une brève recension des événements historiques prouvant que les francs-maçons du Grand Orient ont contrôlé la politique française de 1923 jusqu'à maintenant. La plus grande victoire remportée par les banquiers internationaux, après que leurs agents aient agi en tant que conseillers des dirigeants politiques qui conçurent et finalement ratifièrent l'infâme traité de Versailles, fut d'avoir placé en 1924 M. Herriot au pouvoir en France. Toute décision politique dictée par les chefs de la franc-maçonnerie du Grand Orient en 1923 était appliquée par le gouvernement Herriot en l'espace d'une année ou un peu plus. 1. En janvier 1923, les LGO, Loge du Grand Orient, décrétèrent la suppression de l'ambassade au Vatican. Le Parlement français mit cet ordre à exécution le 24 octobre 1924. En 1923, les LGO exigèrent le triomphe de l'idée de laïcité. C'est le principe primordial, essentiel à l'établissement de l'idéologie du Grand Orient dans un État athée. Herriot fit une déclaration ministérielle publique en faveur de cette politique le 17 juin 1924. 3. Le 31 janvier 1923, les LGO exigèrent une amnistie générale pour les personnes condamnées et les traîtres. De nombreux dirigeants communistes éminents devaient en bénéficier, et parmi eux, Marty, qui devint célèbre par la suite en organisant les brigades internationales qui combattirent aux côtés des communistes en Espagne en 1936-1939. La Chambre des députés vota l'amnistie le 15 juillet 1924 et lâcha ainsi dans une société sans défiance un certain nombre de gangsters internationaux qui avaient pour maître le Conseil suprême de la franc-maçonnerie du Grand Orient, les Illuminati. 4. En octobre 1922, les LGO avaient lancé une campagne afin de populariser l'idée que on devait engager des relations diplomatiques avec le gouvernement soviétique établi à Moscou. Ce mouvement ne serait pas allé très loin s'il n'y avait pas eu l'élection de M. Herriot. Cette amitié envers la campagne pro-soviétique démarra en France lorsque le bulletin officiel de la Grande Loge de France publia un article sur le sujet dans son numéro d'octobre 1922 à la page 286. Herriot établit des relations politiques avec les dirigeants révolutionnaires communistes le 28 octobre 1924.
Les mêmes forces maléfiques poussent aujourd'hui à la reconnaissance de la Chine rouge. Un des dirigeants du Grand Orient était à cette époque Léon Blum. Il devait être l'instrument politique prêt à accomplir les ordres de ses chefs. Des membres de haut rang des loges militaires d'Espagne, qui s'en séparèrent par la suite après avoir découvert que les dirigeants du MRM les utilisaient comme de simples marionnettes, révélèrent que tout franc-maçon du Grand Orient devait prêter un serment d'obéissance illimitée aux dirigeants du Conseil des 33 et ne reconnaître aucun être humain au-dessus de lui. Un tel serment, prêté par un athée déclaré, signifiait littéralement qu'il reconnaissait l'État comme au-dessus de toute chose et le chef de l'État comme son Dieu. On trouve de nombreuses précisions sur l'intrigue menée par le Grand Orient en France et en Espagne de 1923 à 1939 dans l'ouvrage ayant pour titre La Reine espagnole, écrit par William Foss et Cécile Gérati et publié par le Right Book Club de Londres en 1939. Mais pour justifier la continuité de la conspiration des banquiers internationaux, il est nécessaire de dévoiler quelques faits plus que révélateurs. Léon Blum naquit à Paris en 1872 de parents juifs. On le remarqua pour le rôle qu'il joua dans l'affaire Dreyfus et on l'élit Premier ministre en juin 1936. Il occupa ce poste jusqu'en juin 1937. Il fut réélu en mars et le resta jusqu'en avril 1937. Ses partisans le firent revenir dans la politique comme vice-premier ministre de juin 1937 jusqu'à janvier 1938. On utilise de nos jours Mendes France de la même façon. Pendant toute cette époque, la tâche de Léon Blum fut de modeler la politique gouvernementale française de façon à ce qu'elle soutînt les plans du dirigeant du MRM vis-à-vis de l'Espagne. Pour jeter la suspicion sur leurs ennemis, les conspirateurs firent ressortir que Franco et ses militaires avaient machiné et comploté les événements qui conduisirent à la guerre civile d'Espagne. Il est maintenant prouvé que Staline et ses experts en révolution du Comintern étaient les conspirateurs qui avaient exécuté les plans du pouvoir occulte derrière le MRM. Ils avaient prévu de recommencer ce qu'ils avaient accompli lors de la Révolution française de 1789 et de la Révolution russe de 1917. Dès 1929, M. Gustave publie dans son journal La Victoire la vérité sur Léon Blum et ses associés. Ils avaient le courage de désigner le parti collectiviste des Léon Blum comme la deuxième succursale de la franc-maçonnerie. Ce parti n'est pas seulement anti-religieux, c'est le parti de la lutte des classes et de la révolution sociale. Léon Blum mit à exécution les plans des dirigeants du MRM visant à ravitailler les loyalistes espagnols en armes, en munitions et en finances. Il contribuait à garder les Pyrénées ouvertes mais suivait une politique partiale de non-intervention, qui s'adressait uniquement aux nationalistes des forces de Franco. Nous en apporterons des preuves dans les chapitres traitant de la Révolution en Espagne, et nous établirons irréfutablement que les loges du Grand Orient espagnol et française étaient le moyen de communication entre les directeurs du MRM et leurs agents à Moscou, Madrid et Vienne. Le lecteur pourrait penser que nous accordons beaucoup trop d'importance à l'influence de la franc-maçonnerie du Grand Orient dans les affaires internationales. A.G. Michel, auteur de La dictature de la franc-maçonnerie sur la France, produisit nombre de preuves établissant que le Grand Orient de France avait décrété en 1924 de faire de la Société des Nations un outil international de la franc-maçonnerie. Trotsky écrivit dans son livre Staline « Aujourd'hui, il y a une tour de Babel au service de Staline et un de ses principaux centres se trouve à Genève, ce nid d'intrigue. » L'importance de ce que Trotsky déclarait réside dans le fait que les accusations qu'il portait visaient l'influence maléfique des francs-maçons du Grand Orient à l'intérieur de la Société des Nations. Nous pouvons l'impliquer de nouveau à la mauvaise influence qu'ils exercent aux Nations Unies, ONU, de nos jours. L'étudiant qui s'efforce de rechercher une explication au comportement actuel des Nations Unies verra son action dans les politiques étranges qui ne paraissent avoir aucun sens pour l'homme de la rue. Mais ces étranges politiques s'éclairent lorsque nous constatons combien elles favorisent le plan à longue échéance du MRM. Pour en prendre conscience, nous devons seulement nous rappeler un ou deux faits importants. Premièrement, les Illuminati pensent qu'il est nécessaire de détruire toutes les formes existantes de gouvernement constitutionnel, que ce soit monarchie ou république. Deuxièmement, ils ont l'intention de constituer une dictature mondiale dès qu'ils seront en position d'usurper le contrôle absolu. Voici maintenant l'avis d'un grand spécialiste de ces questions, M. Jean-Marc Rivière. Je cite « Le centre des francs-maçons internationaux est à Genève. Les bureaux de l'association maçonnique internationale sont à Genève. C'est le lieu de réunion des délégués de presque toutes les obédiences maçonniques du monde. La qualification de la SDN et de la AMI est facile, visible et avouée. » Nous pouvons donc comprendre l'explication du frère Garcia, ancien grand maître du Grand Orient d'Espagne en 1924, au convent du Grand Orient alors qu'il revenait de Genève. J'ai assisté aux travaux des commissions. J'ai entendu Paul Boncourt, Jouot, Loucheur de Jouvenel. Tous les Français avaient le même esprit. À côté de moi, il y avait les représentants de la franc-maçonnerie américaine qui se demandaient « Sommes-nous dans une assemblée laïque ou dans un convent maçonnique ?» Le frère Joseph Avenal est le secrétaire général de la
Société des Nations. Souvenons-nous bien que les Illuminati internationaux avaient choisi Genève en tant que quartier général presque un siècle avant le fait rapporter ci-dessus. Ils avaient fait de la Suisse, en accord avec leur politique, une nation neutre à l'écart de tous les conflits internationaux, afin de disposer d'un endroit où ils pourraient se rencontrer et instruire leurs agents qui exécutaient leurs ordres et leurs politiques secrètes. Le gouvernement des États-Unis refusa de faire partie de la Société des Nations. Certains intérêts recommandaient une politique isolationniste. Le pouvoir occulte était décidé à soutenir ceux qui maintenaient honnêtement l'idée d'un super gouvernement mondial, garant de la paix et de la prospérité. Il décida donc de s'aborder la Société des Nations et de lui substituer les Nations Unies. La Deuxième Guerre mondiale lui en fournit l'occasion. En 1946, on rassembla puis on utilisa les débris de la Société des Nations pour la constitution de cet organisme piégé, les Nations Unies, qui incluait l'URSS et les États-Unis, les deux membres les plus puissants. Les Nations Unies donnèrent Israël aux sionistes politiques qui réclamaient ce territoire depuis un demi-siècle et sur le conseil des mêmes hommes déstabilisèrent la Chine, la Corée du Nord, la Mandchourie, la Mongolie, les Indes orientales hollandaises et des régions de l'Indochine au profit des dictateurs communistes, preuve que c'est bien le même pouvoir occulte qui avait conçu et exécuté leur plan avec succès. Nous devons nous rappeler que Lénine avait prédit que les forces du communisme se répandraient selon toute probabilité sur le monde occidental à partir de l'Est. Les personnes qui connaissent la projection Mercator sur le globe n'arrivent pas à comprendre comment les nations d'Extrême-Orient pourraient balayer les nations du monde occidental comme un raz-de-marée. Lorsqu'on étudie la guerre totale, les déclarations de Lénine sont transparentes comme du cristal. Plus important encore, lorsque Lénine ne s'avéra plus d'une grande utilité, il mourut ou on le supprima. Peu de personnes arrivent à comprendre pourquoi Staline, en quelques coups impitoyables et meurtriers, éloigna tous ceux qui, en raison de leur activité pendant la Révolution russe, étaient très qualifiés pour exercer le pouvoir en URSS et l'usurpa à son profit. Ceux qui étudieront le MRM à partir des preuves présentées dans ce livre comprendront pourquoi on a choisi Staline pour succéder à Lénine. Ce fut de nouveau la mise en œuvre du vieux principe de la société anonyme. Les officiers des services de renseignement britanniques et américains avaient démontré pour leur gouvernement le rôle qu'avaient joué les banquiers internationaux dans la révolution russe. En avril 1919, le gouvernement britannique avait édité un livre blanc sur ce sujet. Il fut rapidement étouffé, mais il avait causé suffisamment de dommages. On avait accusé les banquiers internationaux de financer la juiverie internationale pour mettre à exécution leur plan de dictature internationale. Les banquiers internationaux furent dans l'obligation de trouver quelques moyens pour contrecarrer ces déclarations et ces idées. Impitoyables, ils choisirent Staline, un gentil, qui, suivant leurs instructions, écarta Trotsky du pouvoir et commença à éliminer des centaines de milliers de juifs russes lors des purges qui lui assurèrent un pouvoir fort après la mort de Lénine. Cette façon d'agir devait prouver aux gens sincères mais égarés que les banquiers internationaux ainsi que leurs agents et leurs amis soigneusement choisis considèrent les masses populaires de toute race, couleur ou croyance comme des pions interchangeables sur l'échiquier. Il est vrai que beaucoup de juifs étaient devenus communistes et disciples de Karl Marx. Ces juifs travaillèrent et combattirent pour mettre en pratique les théories que Karl Marx avait publiées en faveur d'une internationale des républiques socialistes soviétiques. Mais comme beaucoup de gentils, on les trompa. À l'époque où Staline était solidement implanté à Moscou en tant qu'agent principal des banquiers internationaux, il était difficile de trouver encore en vie des membres des premières et deuxièmes internationales. La façon dont les super conspirateurs utilisèrent les francs-maçons du Grand Orient et les firent éliminer ensuite, dès qu'ils eurent accompli leur dessein, est une autre illustration du caractère impitoyable de ces hommes qui ont pour unique dieu Satan. Ainsi, le seul intérêt des banquiers internationaux est d'accaparer pour leur compte de leurs petits groupes très sélectionnés le contrôle absolu et incontesté des richesses, des ressources naturelles et du potentiel humain du monde entier. Nous allons continuer à fournir des faits irréfutables à ce sujet. Leur seule honnêteté, c'est évidemment de croire qu'ils sont tellement supérieurs, intelligents par rapport au reste de l'humanité, qu'ils sont plus aptes que tout autre à diriger les affaires du monde. Ils sont convaincus qu'ils peuvent produire un plan de gouvernement mondial meilleur que le plan de Dieu. Pour cette raison, ils ont décidé en dernier lieu d'extirper des cerveaux toute connaissance de Dieu et de ses commandements et de leur substituer leur propre nouvel ordre, théorie selon laquelle l'État étant souverain en toute chose, le dirigeant de l'État ne peut être en conséquence que le Dieu tout-puissant sur cette terre. La tentative de déification de Staline est l'illustration de cette affirmation. Une fois que tous les hommes seront convaincus de cette grande vérité, ils réaliseront qu'on a utilisé et qu'on utilise encore les hommes de toute race, couleur et croyance comme des pions sur un échiquier. Voilà, c'est la fin de cette partie. La prochaine fois, nous aborderons le chapitre 5, la Révolution américaine.